Bonjour tout le monde, ici Pierre-Luc Fortin. Et Christina Paremblay, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Je niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui, t'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 34. Aujourd'hui, un épisode bien spécial parce que je n'ai pas un, mais deux invités. Puis en plus, c'est des gens qui sont très habitués au podcast. Je suis en compagnie de Christina Paremblay et Pierre-Luc Fortin. Comment allez-vous? Super! Super bien, toi. Ça va super bien, merci d'être là. Ça fait plaisir. Ça fait drôle d'être l'autre bord du micro. C'est ça que j'allais vous demander avant de commencer. Comment vous sentez de l'autre bord du micro? Parce que là, les gens vous connaissent. Là, je veux dire, Ultra Lala Podcast, c'est super connu. Vous êtes habitué d'être du bord que je suis en ce moment, c'est-à-dire animer, poser les questions. Là, pas de préparation, rien à faire, juste s'asseoir, prendre une bière puis jaser. Comment vous vous sentez? Ma bière est ouverte, j'attends juste de la déguster pour la nommer. Ça va super bien. Non, pas de stress, pas de préparation. Le souper, on a soupé en jasant, puis c'était comme « Ah, on s'en va enregistrer! » C'est parfait! On va avoir du gros fun, je suis sûr. Oui. Tout à fait. Écoute, je peux vous comprendre parce que là, c'est un programme double. C'est un aller-retour entre Québec et Saint-Hilaire parce que cette semaine, on drop chacun un épisode qui met en vedette l'autre gang. Fait que j'ai été invité à votre podcast. C'était une super discussion, super le fun. Puis je vous remercie de l'invitation. Puis là, aujourd'hui, c'est moi qui vous reçois à Pas sorti du bois. Fait que la gang d'Ultra Lala à Pas sorti du bois, merci d'être là. Ça nous fait super plaisir. Bon, la question fatidique pour commencer, Pierre-Luc, tu voulais le plugger, là. Qu'est-ce que vous buvez? Moi, de ma part, je bois une bière de la Gabière, ta meilleure. Oh yeah! Mais je la bois dans quelque chose de spécial pour te motiver pour ta prochaine course. Dans mon verre de finissant de 2019 de mon QMT 110. J'adore. Écoute, on en parlait à l'épisode d'Ultra Lala. Je suis tes pas, en fait, Pierre-Luc, parce que ton build-up vers Bromont 160 a été le QMT 110. Puis c'est la COVID le veut bien, mon build-up de cette année. Fait que je m'inspire de toi. Puis là, de voir ce boc de bière-là, écoute, c'est un bon boc, là. Oui. Il est vraiment lourd. C'est une 500 ml qu'il y a dedans, puis elle est pleine. C'est magnifique. Toi, Christina, qu'est-ce que tu bois? Moi, je bois un cidre de la cidrerie Milton, qui est le Première Station, parce que je suis pas une super fan de bière. Ça que j'y vais dans le cidre, mais je suis allée québécois. C'est parfait, on est 100% québécois. Moi, de mon côté, c'est un nouveau partenariat que j'ai avec la microbrasserie L'Emporium à Québec. Donc, ceux qui l'écoutent en vidéo, vous voyez la magnifique canette. C'est une microbrasserie qui est à Québec depuis 2018. Pour vrai, ils font des produits hallucinants. Moi, j'ai une Brain Juice. Donc, c'était une grosse journée au travail. Fait que là, j'avais besoin d'un peu de Brain Juice pour pouvoir porter cette entrevue-là. Donc, une double IPA. Puis j'en profite pour remercier Stéphanie, la belle gang de l'Emporium. Les gens de Québec, faites un tour par le boulevard Henri Bourassa. Vous pouvez passer puis acheter de la bière sur place. Donc, en attendant que les salles à manger ouvrent à nouveau, vous pouvez au moins aller vous chercher des bonnes canettes. C'est des excellentes bières. Donc, merci. Puis cheers à vous autres. Merci d'être là. Cheers. Cheers. Et voilà, maintenant que la grande question a été posée, on peut tomber dans le sujet plus léger. Non, pour vrai, j'ai envie que vous me parliez un peu de vous deux parce que, comme je le disais, vous êtes des super animateurs, donc vous êtes bons pour mettre de l'avant vos invités. On apprend à vous connaître à mesure de vos entrevues. Moi, je suis un fidèle auditeur, puis j'ai l'impression de vous connaître sans vous connaître. Mais là, bon, après un enregistrement ensemble, un deuxième, on va être rendus les meilleurs amis du monde. Mais pour le bien des auditeurs qui vous connaissent comme animateurs, parlez-moi de vous, de vos parcours respectifs. Je sais que Christina, tu viens du monde du triathlon.
Pierre-Luc, tu es un coureur de trail. Puis ensemble, même où vous êtes rencontrés, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Donc, allez-y, lancez-vous. Nous, on est un couple Tinder. Oh, c'est le fun, Et oui, ça existe. On s'est rencontrés juste avant Noël 2014. C'est une photo avec son vélo en arrière-plan qui m'a attiré parce que je venais de me séparer et je cherchais quelqu'un d'actif, de sportif. C'était ma nouvelle passion, le sport, à cette époque-là. Fait que je vous le dis, c'est ça que ça me prend. Fait que c'est comme ça que notre relation est pas mal née. C'est pas pire, l'image du bicycle dans mon auto ne montrait pas tout le désordre du reste. Là. Ça, c'était mon petit secret. Je l'ai compris plus tard, ça. Puis, c'est ça. Moi, je faisais du triathlon à ce moment-là. C'est qu'on s'est daté Tinder. Puis, au bout d'une couple de mois, on a fait oui, c'est possible de rencontrer quelqu'un d'intéressant là-dessus. Puis, depuis ce temps-là, on est ensemble. Ça fait un petit peu plus que 6 ans et demi. Probablement, 6 ans et demi. Puis, on s'est même fiancés sur la ligne d'arrivée au Bromont Ultra. Fait que c'est ça. Donc, on s'est connus Moi, c'était dans mes débuts de sport. J'ai commencé en 2012, environ à courir. À 29 ans, je n'étais pas vraiment actif, j'étais vraiment sédentaire. Lever le coude était plus mon activité préférée que de bouger. Mettons, j'étais déjà prêt pour une pandémie, être assis, écouter la télé, j'étais déjà fort là-dessus. Tu avais des années de pratique là, quand c'est arrivé l'année passée. J'arrêtais prêt. Puis là, c'est ça. Du jour au lendemain, j'ai voulu me reprendre en main parce que j'avais un garçon de 2 ans. Puis je bougeais pas beaucoup. Puis je voulais être un exemple pour mon enfant aussi. Fait que tranquillement, pas vite, ça a donné une fin de semaine. On était allé voir avec mon beau-frère le marathon de Montréal. J'avais jamais vu ça, une course en vrai. Puis là, ça m'a vraiment inspiré de voir du monde qui courait, puis des marathons. Je trouvais ça incroyable. Puis il me dit, OK, je me lance un défi, je vais me faire un 5 kilos. Fait que quelques mois plus tard, je me suis inscrit à mon premier 5 kilos, couru, marché 1 minute, les minutes les plus longues de ma vie. Je vais toujours m'en rappeler, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, du fil en aiguille, finalement, commencer la course. Puis on s'est rencontrés un peu plus tard après ça. J'avais commencé mon 5 kilos, 15, demi-marathon, marathon. J'ai enfilé tout ça en arrière de l'autre. Quand on s'est rencontrés, j'ai commencé le triathlon un peu avec, que j'ai découvert que je ne suis pas une bête d'eau, mais pas du tout. Il a vraiment haï ça. Ça n'a pas bien été. Non, je m'avais acheté un vélo, mais c'est l'amour ça que ça fait. Tu achètes un vélo, puis tu t'équipes, puis finalement, tu fais j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Mais là, c'est ça. Ça a fait que. Mais tu as commencé à peu près en 2015 à faire de la trail. Puis ça, c'était quand même à nos débuts, là. Puis c'est ça, moi, je venais du monde du triathlon. Moi, c'est mon histoire, c'est à un moment donné, dans ma famille, j'ai eu beaucoup de maladies, dont mon parrain qui est mort quand même assez jeune. Puis, ça m'a comme donné un coup de fouet, puis j'ai décidé de commencer à m'entraîner. Puis, OK, je ne l'ai pas toujours fait pour les bonnes raisons, parce que je voulais perdre du poids, parce que bon, tu sais. Puis là, je me suis mis en intensité parce que je suis une personne juste un peu intense. Puis là, je suis embarquée dans le triathlon, puis j'ai continué dans cette vague-là jusqu'à temps de me rendre au Ironman en 2016, un petit peu après avoir connu Pierre-Luc. Puis pour moi, ça s'est soldé par un DNF. J'ai été coupée à 1 minute du cut-off en vélo. Ça a été très, très, très déchirant. Je l'ai porté très, très longtemps pour finalement me rendre compte que j'aurais peut-être jamais dû prendre le départ du triathlon, du Ironman à Tremblant. J'étais entraînée, mais mon grand-père est décédé la semaine avant, puis c'est pas des excuses valables, mais mon cœur était pas là depuis plusieurs mois à l'entraînement. Puis on s'entend que, vous le savez, là, dans des événements comme ça, ça prend une force mentale quand de l'endurance, même quand c'est une journée qui va parfaitement bien, ça se passe entre les 2 oreilles, puis il faut que tu sois dans un état d'esprit, je pense, de zénitude pour justement être au fond du baril, puis remonter, puis forcer. Mais là, quand t'es endeuillé comme ça, quand la tête n'est pas là, tu pars. Puis en plus de ça, j'ai vécu les pires conditions météo. Ah ouais. Ah non, c'était épique cette année-là. C'était dégueulasse. J'ai pas été sec 1 minute.
Parce que je suis embarquée dans le lac, j'ai nagé, puis dans le milieu du lac, je me suis rendue, j'ai fait, ça a donc bien été. Et là, quand j'ai reviré le coin, j'ai compris pourquoi. Parce que le vent me faisait pousser avec des vagues, puis à chaque vague, j'avais une gorgée. Fait que j'ai fait de la marinière pendant un grand bout sur le côté, là, dans le milieu du lac, puis j'ai rencontré quelqu'un qui a dit, genre, c'était comme la mer à Kona. Le lac tremblant cette journée-là. Ah, c'était Puis l'enfer. quand je suis sortie de l'eau, il s'est mis à pleuvoir, puis il a tombé à peu près 5 millimètres à l'heure pendant tout le temps que j'ai fait mon vélo. Puis je breakais d'un côte, là, puis ma roue de bicycle faisait chut, comme de l'aquaporage de bicycle. Fait que, tu sais, en partant, le cœur était moyen là, la passion était moyen là, puis la température a juste achevé le tout. Puis, ben c'est ça. Mais, tu sais, ça m'a permis de recommencer, puis de m'entraîner maintenant pour le plaisir, puis pour sainement, puis de régler mes affaires. Ça que c'est un peu ça. C'est du sport intense, pas intense, intense, pas intense. Mais est-ce que ça a pris cette espèce de moment-là où tu es allé au bout des choses? Tu dis qu'en ce moment, tu as retrouvé le plaisir de t'entraîner pour le simple fait de s'entraîner puis d'être heureuse là-dedans. Est-ce que cette intensité-là, parce qu'on le sait, l'entraînement de triathlon, c'est tout qu'un projet. Est-ce que ça a pris cette espèce de DNF-là, cet abandon-là, cette épreuve difficile-là pour comme retrouver ça pourquoi tu faisais le sport, peut-être changer ton mindset? Oui, ce mur-là, je l'ai vraiment frappé cette journée-là, mais je l'aurais frappé plus tard d'une autre façon. Tu sais, c'est arrivé pour une raison. C'est un élément déclencheur qui a fait que ça fallait que ça arrive d'une manière ou l'autre, puis ça a été un gros événement. J'ai descendu vraiment très bas, genre que je n'étais plus capable de juste aller marcher dehors. Puis là, ben, à midi, moi, je suis allée courir mon petit 3-4 km sur mon heure de dîner parce que je savais que je n'aurais pas le temps ce soir. Ça, c'est ça, c'est revenu, là, mais ça a pris du temps, de l'aide et bien du soutien de mon couple. Ben, c'est à ça que ça sert aussi, être deux là-dedans. Puis, tu sais, vous le dites, tu disais, toi, Pierre-Luc, que tu as commencé à justement courir au début de cette relation-là. Fait que vous avez, je suppose, grandi un peu comme sportifs ensemble. Puis, toi, Pierre-Luc, de vivre ou en fait de voir Christina vivre ces épreuves-là, toi, ça t'a aidé aussi comme sportif? Ben, c'est dur de faire comprendre à quelqu'un que le Ironman, c'est pas la fin du monde. Il y a une vie après ça, puis il y a des courses après ça. Moi, je trouve que l'ultra, c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup là-dedans. Là. C'est que tu t'attaques à des affaires immenses pour toi, donc ton risque de perdre, de te planter est là. Mais ça fait partie des conséquences, puis ça fait partie pourquoi c'est le fun aussi d'aller là-dedans. Parce que tu n'as aucune idée comment ça va finir. Tu écris ton histoire au fur et à mesure. Pour moi, je ne vois jamais ça comme une finalité, mais quand tu n'es pas prêt mentalement à accepter que je me suis planté, j'ai manqué mon coup, puis il faut que je me construise à partir de là, ben ça vient très personnel, même si je disais non-stop, c'est pas grave, tu as fait ton mieux, puis c'est pas grave, on va continuer. Mais tu continues à marteler tout le temps que non, sinon j'ai perdu, fallait pas facile, pas fait ça. Mais c'est plus difficile, mais c'est vraiment très personnel, je trouve, que l'évolution de la personne qui fait que tu peux réussir ou pas après tes prochains objectifs. Mais tu sais, c'est ça, mais il a continué à m'inspirer puis à m'offrir comme l'espèce par son exemple. Parce que, tu sais, des fois, comme il dit, j'étais pas ouverte à comme me le faire dire parce que on a tous déjà vécu des moments difficiles quand bien même que le monde te dirait ça va être correct, tu vas passer par-dessus. Tant que tu n'es pas rendu là, c'est comme une fin de non-recevoir. Ça ne vaut pas grand-chose. Oh oui, tu es comme mêle-toi de tes maudites affaires. Je l'ai fait dire souvent. Puis, à peine. C'est même pas vrai. Puis, ben, mais il a continué par son exemple super positif de détermination, puis de, tu sais, à me montrer l'exemple, puis que c'est possible de vivre des beaux accomplissements sportifs positifs pour soi-même, pas par rapport aux autres, pas pour faire plaisir à personne, juste par rapport à toi-même, de progresser, de bien vivre, de vouloir comme faire mieux pour toi, puis de dépasser tes limites dans un cadre sain. Tu sais, comme pas de compétition, pas de
de stress de performance par rapport à nous, tu sais. Puis moi, j'ai effectué une grosse perte de poids, puis avant le Ironman, puis je me rends compte que je le faisais pas tant pour moi que pour l'image que ça projetait de moi. Puis tu sais, ça m'a tout accompagné aussi, mais tu sais, Pierre-Luc, par son exemple, qui a persévéré, qui a continué à graver les montagnes, que tu sais, j'étais là à ses côtés, puis que je le voyais s'accomplir, tu sais, ça a fait son chemin, là. Tu sais, il a peut-être pas, tu sais, été capable de me convaincre verbalement, parce que de toute façon, je n'étais pas là, mais par son exemple, il a réussi à me convaincre que c'était possible, puis tu sais, j'ai repris le plaisir aussi, là. Je pense que c'est ça au final l'objectif. Puis tu le disais, une pression qui vient avec le fait de s'inscrire à des événements. Comme là, toi, tu devais venir voir ton Ironman, puis tu le vois comme une montagne parce que c'est une grosse épreuve. Mais tu sais, Pierre-Luc, je le sais que toi, tu es inscrit au QMT 160. Là, je veux dire, tu dois. Je pense que pour avoir du fun dans notre sport, il faut qu'il y ait le thrill de oh fuck, je viens de m'inscrire. Puis, là, tu te dis, OK, les prochains mois, ça va être intense de se préparer pour ça. Puis, je vais vouloir qu'on en parle tantôt de votre préparation, à la fois physique, à la fois logistique, à la fois votre team, comment vous préparez un ultra comme ça. Mais je pense qu'il faut que ça demeure un thrill positif de genre, oh, je m'en vais dans l'inconnu, puis on va voir ce que ça donne. Il ne faut pas que ça soit un thrill négatif, pression. Tu as l'impression d'avoir un poids sur tes épaules parce que le jour J s'en vient. Tu sais, je pense que la ligne est mince entre les deux, mais ça change complètement ton mindset. Ça change la pression que tu te donnes, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est ça que tu sembles expliquer aussi, Christina, comme cheminement. Puis là, aujourd'hui, tu fais du sport, tu bouges pour le plaisir, puis tu es bien là-dedans. Exactement. Là, il n'y a pas de course auquel on peut s'inscrire présentement. Puis c'est vraiment drôle parce que j'ai checké récemment pour m'inscrire à un 5 ou un 10 entre elles, puis il n'y en a juste pas. Parce que, ben, ils font tous les gros événements, mais comme les plus petits événements attirent comme vraiment plus de gens, c'est eux qui sont annulés. C'est que moi, je me fais mon party moi-même à Saint-Hilaire, puis c'est ça. Puis je suis bien heureuse. Il y a de quoi s'amuser, sa petite montagne. Ah ouais, chacun se fait ses arches. Hein, c'est Yvan Lheureux que j'ai parlé la semaine passée, puis je sais que vous l'avez reçu vous aussi. Puis c'est ça qu'il me disait. Il dit, à un moment donné, il faut que tu te fasses tes propres arches dorées. Puis on a autant de fun à ça. Puis ça a été beau l'année passée de voir les gens se faire leurs propres défis ultra, peu importe ce que c'est. Mais il y a eu une explosion de ça. Puis on a entendu parler de ça plus médiatisé. Mais je sais qu'il y a plein de monde moi, autour de moi qui, ça a été des opportunités folles de tenter des affaires, puis de ne pas attendre de devoir s'inscrire, puis d'avoir sa médaille, puis son arche, puis juste, je veux faire 10 km, je vais me trouver un sentier, je vais me trouver une route, puis je vais le faire. Tu sais. C'est drôle parce que cette semaine, j'ai eu un souvenir Facebook de v'là un an. C'était le défi 4-4-48 que j'avais fait justement avec David Bombardier. On avait vraiment eu du fun. Là. C'était vraiment sorti de nowhere. On s'est tous partis une gang, puis on courait chacun de notre côté, mais on a tellement eu du fun. Là, puis on s'avait fait un appel téléphonique au dernier tour. Puis c'était une course magique. Là, puis on l'avait comme ça. Là, puis c'était vraiment le fun. On avait du fun. Ah, puis je sais pas pour vous autres, mais tu sais, à travers l'exploit sportif, entre guillemets, exploit, tu sais, ce qu'on réussit à atteindre dans une course, c'est surtout l'expérience humaine qu'on se rappelle. C'est le trip d'arriver à la ligne d'arrivée avec un tel, c'est de courir. Puis je sais que les crews aussi, les familles qui suivent, les bénévoles, tout le monde qui participe à des événements, peu importe c'est quoi le rôle qu'ils prennent là-dedans, le trip, c'est le trip humain. Puis ça, on peut le faire. On apprend à le faire à distance. Hein. On en est la preuve en ce moment. On se jase à 300 km l'un de l'autre. Ouais. Puis de faire un défi 4-4-48 comme le boss que ça l'a créé l'an passé, ben, ça crée aussi ça, cette espèce de sentiment de communauté-là, puis ce sentiment d'humanité-là, qu'il y ait une course organisée ou pas. Oui, parce que cette course-là, tu avais tombé en avril, fait que c'était comme, moi j'étais dans un creux d'entraînement, mais dans ce temps-là en plus, fait que ça a comme fait l'alignement parfait, c'est comme, OK, ça va me faire du bien juste de sortir de ma zone de courir, puis d'avoir comme une cause pour courir. Pas juste avoir une course pour moi. Ça m'a vraiment fait du bien. Un peu sur le même principe du défi Everest de cette année que je suis parti là-dedans depuis janvier et je m'amuse énormément. Ah oui, je sais que les deux, vous êtes participants au défi Everest. Toi, Pierre-Luc, tu as l'impression que, je ne sais pas s'il y a un classement ou quelconque ou quelque chose, mais j'ai l'impression que tu es en feu. Tu es rendu à combien de camps de base d'atteindre? Là, je suis rendu à 56 000. Ouais. 56 000 de plus de fait depuis janvier. C'est un bon 3 mois et demi. Ouais, je suis au sixième échelon présentement. Il y en a 8 au total. Il y a déjà je pense qu'il y a 3 personnes qui ont déjà terminé les 8. Oh, fait que ça, c'est assez solide. C'est assez impressionnant, mais j'aime ça. Puis moi, je veux le faire absolument au complet sur le Mont-Saint-Hilaire. Je ne fais aucune trail autre que là.
À 100% de tes sorties sont au Mont-Saint-Hilaire. Sont toutes faites là. Faut dire, les trails, là, je les connais par cœur. C'est Toutes ça, les là. roches, les arbres. Tu sais, du 1er janvier, là, je vois la neige fondre, puis là, je connais les roches qui commencent à apparaître, puis là, ça devient mental un peu. Là. Il faut s'occuper pendant 80 000 oui. mètres de D+, sur la même montagne. Hein? Non, c'est ça. Je pense que je suis pas loin de 900 kilos de fait, cette montagne. Là, Aïe, depuis aïe. janvier. Là. Fait que... Mais j'ai vraiment... le timing était parfait aussi. 1er janvier, je me suis dit, je me lance là-dedans. Puis, pour une rare fois, le 31 janvier, j'ai écouté le bye-bye, pris une bière. Le lendemain matin, je cours. Première heure, je devais partir sur la montagne. J'avais écrit à Yvan, justement, dit demain matin, là, 7 heures, là, je suis à la montagne. Là. Il dit, t'es sérieux? Oh oui, je te jure. Puis moi, je pars pour vrai. Là. Je veux faire un Everest la première semaine. C'est mon ça plan. que j'ai vu. Moi, je me rappelle, le 1er janvier, 2 janvier, ça commençait à popper, tu sais, les ambassadeurs, puis les gens dans nos réseaux qui participent. Puis là, moi, je voyais ça, Pierre-Luc, 1er janvier, mettons 1800 mètres. 2 janvier, 1800 mètres. 3 janvier, 2000 mètres. 4 janvier, 1500. J'étais comme, ben voyons, ce gars-là est en feu. Ben, tu sais, au début, je vais l'essayer 3-4 jours, voir comment mon corps réagit à ça. Mais finalement, ça allait bien. Fait que je dis, bon, je vais me rendre à 5. Ben là, je parlais à Christina, ben là, c'est-tu grave, toi, si tu me vois pas bien encore 2 jours? Je dis, ah, c'est correct. Fait que là, go. Je calcule mes affaires, je suis capable de faire un Everest en 6 jours. OK, je me lance. Pourquoi pas? Tu sais. Ah ouais, on a juste ça à faire anyway. La première semaine de janvier, il faisait 4 degrés, la neige t'a tapé dur. C'était une journée parfaite, une semaine parfaite. Là. Puis ça a finalement été un hiver parfait pour faire ce genre de défilé en montagne parce qu'on a eu des conditions idéales tout l'hiver à date. Là. Il a vraiment fait beau. Ouais, pas de grosses bordées de neige qui sont obligées de sortir les raquettes. Tu sais que ça cale pas mal. Ça a toujours été assez égal toute l'année. Toi aussi, Christina, tu fais le défi Everest, je pense? Oui, mais je suis beaucoup plus modeste Oui, dans mais mes c'est correct. sorties. Oui, Yvan le dit, hein, c'est une compétition. En fait, c'est à compétition. Chacun fait ce qu'il veut, puis chacun se met ses propres objectifs là-dedans. Oui, c'est ça. Ben, je m'amuse vraiment. Cet hiver, puis ça m'a permis de sortir. J'ai plus sorti depuis le 1er janvier dehors que je pense tout l'hiver passé au complet. Vraiment, j'ai été dehors. Puis, moi, je prenais des marches. Puis, j'allais voir. J'avais toujours mes petits préférés. Moi, j'aime ça. Je me promène. Je regarde des traces d'animaux à terre. Puis, je regarde les canards. Puis, j'apporte des graines pour les oiseaux sur le Mont-Saint-Hilaire. Puis, bon, c'est que, je suis crazy cat lady. Puis, la folle aux oiseaux aussi. Peu importe, name it, je l'ai. Puis, dans le fond, je suis rendue à presque un Everest. Là. OK. Je suis rendue à presque un Everest. J'ai eu un petit relâchement dans le dernier mois, mais j'ai fait plus de route un peu. J'essaye vraiment, comme de réentrer comme un 5 km continu présentement. Puis, je fais un petit peu plus de route, ça dans le fond, ça diminue ma montagne, mais j'essaie d'y aller au moins une fois par semaine. J'en ai besoin. Oui, c'est le bien-être que ça apporte aussi. Moi, je suis rendu dépendant à ça. Ah ouais, s'il ne va pas, il n'est pas tenable. Ça, c'est un autre problème, mais gars, c'est un dommage collatéral très positif, très bénéfique. Ouais, c'est ça. C'est que non, on s'amuse. Ben, c'est ça qu'il faut. Puis c'est une super préparation aussi pour les défis qui s'en viennent. Mais là, avant de parler des défis qui s'en viennent pour cette année, Pierre-Luc, parle-moi un peu de ton build-up, parce que là, on a parlé de vos débuts dans le sport. Tu as parlé de tes premiers 10 km, demi-marathon, marathon, mais tu as quand même une évolution assez rapide. Ben, tu sais, je pense qu'on vient de le camper dans les premiers 20 minutes de l'entrevue. Vous êtes des gens intenses, puis moi, j'aime ça parce que je suis pareil, puis j'aime ça rencontrer des passionnés intenses. Puis à l'image de toi, Christina, ta progression dans le triathlon, les Ironman, toi, Pierre-Luc, dans la même ordre d'idée, tu étais allé all-in dans l'ultra, puis tu as progressé assez rapidement aussi. Parle-moi de ce build-up-là. Ben, tu sais, comme quand un coup, j'ai terminé mon premier 5 kilos, ça a été vraiment, j'ai fait, OK, je suis pas mal plus capable de ce que je peux réaliser dans la vie. Puis un coup, tu as ce déclic-là, on dirait qu'après ça, là, tout peut s'enchaîner. Là, la roue est partie, puis c'est juste, elle roule, puis elle ramasse plus de stock. Ben, c'est ça. Après ça, quelques mois plus tard, j'ai fait mon premier 15 km avec mon père, puis j'étais terrorisé de tripler ma distance. Là. Mais finalement, ça va bien aussi. Tu es en ligne le demi-marathon, marathon. Premier marathon, j'ai couru blessé. J'avais un genou scrap. Mais j'ai été le fait pareil. Puis après 5 km, j'avais un coup de couteau dans le genou. À chaque pas de course que je faisais. Mes têtes de cochon, je l'ai fini, mais quasiment le genou en arrière de la tête, là, ça n'avait pas de bon sens. Là. Mais ça fait partie de la vie d'apprentissage.
Mais j'ai aimé ça, la longue distance, mais je me suis rendu compte que la route, c'était pas vraiment... J'aurais pas pu faire une carrière de route parce que il me manque quelque chose pour moi. Mais quelques années plus tard, j'ai fait un marathon de mon père, la même place. Puis ça a été un événement vraiment marqué. Mon père il allait avoir 60 ans. Il n'avait jamais couru de marathon de sa vie. Puis j'étais son pacer. Je l'accompagnais. Puis je disais, là, tu bois, là, tu manges. Puis je disais tout, OK. Parce que je voulais qu'il finisse. Puis on a tombé la journée la plus chaude à Ottawa, je pense, de record. Fait que ça a été toute une aventure. Mais après ça, la route ne me tentait plus vraiment. Fait que là, j'ai essayé à Sutton le premier X-Trail, un 22 km. J'ai couru un marathon, demi-marathon. Je connais ça, moi. Je cours longtemps. Je me suis démoli. Là. Ah ouais. J'ai essayé de courir tout le long. Tu sais, l'erreur classique. Là. Première erreur. Mais tu sais, à Sutton, c'est pas plat. Là. Le premier 5 km, il grimpe. Là. Fait que là, après 5 km, je voulais abandonner la course, mais totalement, là, c'était comme, non, c'est impossible de terminer ça. Je suis en train de me cracher les poumons. Je suis rouge comme une tomate, je suis en pression. Non, ça se peut pas. Puis là, je vais abandonner, mais finalement, je peux pas abandonner. Je suis dans le milieu du bois. Une autre leçon que j'avais appris, je savais pas quand tu abandonnes ou tu abandonnes. Fait que la seule façon que tu continues par en avant, maintenant, tu vas trouver une place pour abandonner. Finalement, arrive un ravito. Dans ce temps-là, j'avais un gros Camelback. 1,5 litres. Là. Je m'en allais faire un 22. À mi-parcours, je l'avais tout bu. Ah ouais. Là, j'arrive, je le fais remplir à moitié. Elle dit, ben, c'est assez. Il regardait pour les autres. Non, remplis-le tout parce que moi, j'ai vraiment soif. Là. C'est des affaires de débutant que tu te trompes où tu ne mets pas de crème anti-frottement puis tu découvres des nouvelles places que tu ne connaissais pas que ça peut frotter. Et c'est ça. Je finis ma course, je suis scrap, je suis rouge, je saigne de partout. Oui, il est blanc comme son chandail. Là. Moi, je le vois arriver, puis il court comme un désespéré en descendant à la côte. C'est comme si 30 secondes de la fin, j'allais devenir le meilleur puis finir le premier. Là. Puis là, tu sais, je fais juste mettre la main sur l'épaule, puis je dis, puis comment ça allait? Il me fait, touche-moi pas. Là, je suis comme, OK! C'est le même que mon aventure en trail a commencé. Mais je pense que c'est bon qu'on communique ces aventures-là, ces mauvaises premières-là, parce que les gens qui nous écoutent, nos balados, le tien, le mien, ben, il y en a qui commencent le sport, puis là, ils vont entendre les histoires de fous, puis ils vont peut-être se dire, OK, ben, j'apprends là-dedans, parce que moi, pareil, ma première course de trail, ça a été un genre de, pas un désastre, mais une histoire d'homme, avec un camelback sur le dos, puis beaucoup de frottement. Puis Yvan Lheureux, qui a fait sa plus longue course, sa vie, c'était 27 km, il se tape BU 160. Puis à chaque épisode, chaque personne te raconte une anecdote de première, et je me dis, quelqu'un qui écoute, qui prend des notes, ben écoute, on leur donne des clés de quoi ne pas faire. Mais après ça se peut qu'ils fassent complètement autre chose. Puis c'est normal. On apprend à la dure. Je pense que ça fait partie du charme des ultras. Ah, c'est ça. L'apprentissage dans la douleur, hein? C'est important. Voilà. On apprend dans ce temps-là. Puis tu n'as pas appris tant que tu n'as pas embarqué dans la douche. Puis tu fais... Oh oui. C'est ça. Puis tout le monde qui a déjà été un petit peu irrité comprend exactement le sentiment que je viens d'exprimer. Exact. Tout le monde en ce moment sont comme « Oh! » Voilà. Mais après ça, le goût, j'ai quand même aimé ça. J'ai aimé être dans le bois, parce que j'avais fait quand même de la randonnée d'une couple d'heures, d'une journée, tout ça, dans les Adirondacks, des places comme ça. Puis j'avais aimé le feeling de grimper des montagnes, d'être au sommet, de voir les vues, tu sais, d'être payé en vue. Là. Fait que c'était resté accroché pareil. Je dis, je vais me préparer mieux la prochaine fois. Vraiment mieux. Je vais m'entraîner en trail, idéalement. Ça va aider. Ça va aider le processus, sûrement. Fait que là, j'ai eu l'idée de m'inscrire à la Chute du Diable, 50 km. Je me dis, bon, on va doubler. On va y aller classique. Après avoir triplé après ton 5 km de route en 15, là, doubler, c'est la petite guerre. C'est ça. Mais ça fait peur de passer de 22 à 50. 50, là, c'est une grosse étape dans un coureur de trail. C'est comme, OK, là, je me lance dans le cours des grands. Là. C'est plus... Faut que je sois sûr de ma shot, là, parce que en plus, la Chute du Diable, ils vont te porter en autobus, puis tu reviens par tes propres moyens, puis il y a une place pas pire pour pouvoir te sortir s'il y a un problème. Fait que c'est comme, lâche pas, ça va bien aller. Mais ça a été tellement une belle expérience, ça, cette course-là. C'est une de mes trails les plus marquantes que j'ai faites. C'est sûr, c'est mon premier 50, puis ça a donné qu'à l'arrivée,
Et Christina était bénévole cette journée-là. C'est elle qui m'a donné ma médaille. Mes parents sont montés du lac Saint-Jean. Ils ne me l'avaient pas dit pour me féliciter à la ligne d'arrivée. Puis j'ai vu ma mère, puis elle a dit comment ça a été. Elle dit je veux faire plus de distance. C'est la première affaire que j'ai dit. Puis ça a sorti tout seul. Puis j'avais mal partout, mais j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. C'est fait OK, je viens de trouver mon sport. Ça a été. Oh. Mais quand je l'ai vu traverser la ligne, tu sais, je vais toujours m'en rappeler, tu sais, son espèce de sourire, son espèce d'aura qu'il avait, je me suis dit, oh, on est là-dedans pour un bout. Tu sais, c'est vraiment, là, je l'ai vu dans tout son lui quand il a passé la ligne d'arrivée, de faire comme, OK, là, on l'a trouvé, là. C'était vraiment ça. C'est quoi l'expression? On vient de créer un monstre, là? Ouais. Non, mais tu sais, ça reste que, tu sais, dans la vie, il y a comme pas une pression de la société, mais dès qu'on est jeune, on se faisait, il faut faire du sport, puis t'en essayes plein, puis tu sais, moi, je vous racontais mon parcours, puis c'est un peu ça aussi, t'en essayes plein, puis t'as du fun là-dedans, mais tu trouves pas, puis quand tu le découvres, c'est comme, là, j'ai besoin de me forcer pour faire du sport, parce que j'ai trouvé ce qui me drive le matin à me lever, puis me lever à des heures pas possibles pour aller jouer dans le bois, puis fait que non, je comprends exactement ton feeling, puis fait que la chute du diable a vu un monstre naître, puis forcé d'admettre quelques années plus tard que ça l'a juste continué en progressant, là, d'un 50 kilos. Là, on est en quelle année, là, ton premier 2016. 50? OK, fait que de son premier 50 en 2016 jusqu'à BU 160, ça a été une montée en distance. Oui, j'ai comme exagéré un peu, comme on dit. À peine. Parce que comme on avait discuté avec toi aussi, tu avais eu une année de trop. Mais c'est ça, ça fait partie de l'apprentissage, mais de l'énervé qui aime le sport. Là. Ouais, 2017, ça a exactement été ça, là. Parce qu'en 2017, mon plus gros événement devait être Arikana, le 65. J'avais basé mon calendrier là-dessus. Tout a bien commencé les 3-4 premiers mois. Mais là, j'ai vu le Pandora 24 heures. Ça fait que c'est ça. Parce que j'avais fait le Pandora moins 24. Oui. Qui était une version hivernale de 6 heures qu'on tournait sur une boucle de 3.8. Puis que j'avais fini deuxième. On était peut-être 10. Fait que ça veut rien dire. C'est correct, tu dis pas combien il y avait de personnes. Tu dis j'ai fini deuxième. On était des milliers. Mais c'est ça. Là, j'avais découvert ça. Puis une gang là-bas qui m'avait dit il y a une version d'été. Mais c'est 24 heures, c'est trippant, tu vas voir, on s'installe des tentes, puis on passe 24 heures là, puis c'est le gros party. C'est ouais, mais là, j'ai fait un 50, 24 heures, tu sais, tu peux faire quasiment une centaine de kilos, là. Moi, je suis pas dans cette game-là, pas en tout, là. Et là, ça a été, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'en parle à Christina, mais comme d'habitude, elle dit, bah ouais, c'est une bonne idée. On a une photo de lui assis avec son portefeuille, puis c'est dans le fond l'ordinateur qui se tient les mains de main. Oh mon Dieu, je me suis inscrit. Mais finalement, c'est ça. Je fais le Pandora 24 heures. Je me mets mon objectif que je dis à tout le monde, je dois faire 80. C'était pas ça l'objectif. Mon objectif dans ma tête, c'était 100 kilos. Je voulais le chiffre à 3 chiffres. Là. C'était comme, ah, qui a l'air beau ce chiffre-là, je veux ça. Fait que là, mais tu sais, du monde qui ne sait pas dans quoi il s'embarque. Là. Ah, mon Dieu. Tu peux en parler, Christina, la quantité de stock. On a une table là, pour 6 personnes. Il y avait du stock qui débordait. C'était épique. Je partais pour un 24 heures. C'était ridicule. C'était épique. On aurait pu nourrir tous les gens qui faisaient le Pandora. Il y avait amené le brunch pour tout le monde, dans le fond. Ah oui, puis on avait une maudite grosse tente. On aurait pu toutes les coucher aussi, probablement. Ouais, tout le monde avait des temps minimalistes, tout petits. Nous autres, on avait la familiale 8. Oui, c'est ça, avec le matelas gonflable. Écoute, on avait l'air de 2 extraterrestres. Puis, mais il nous manquait plein d'affaires comme Power Essentiel, mais... Comme un brûleur fait de la soupe, puis des trucs... Puis pas de soupe. Des trucs essentiels. De la soupe, ça fait un job. Je sais pas. Hey, on avait des olives, tout ça, toutes sortes d'affaires, des sandwichs au jambon. Rien qui passait, rien. Puis, on avait ben trop de stock. Moi, j'avais une trousse de premiers soins. D'ailleurs, je suis très reconnue pour mes qualités de trousse de premiers soins. C'est comme une... Ça a sauvé quelques gens, cette journée-là. Ouais. Ah ouais? Dans plusieurs courses, j'ai sauvé beaucoup de gens. C'est un coffre à pêche. Tu as tout ce que tu as besoin pour une course. C'est quasiment ça que ça prend. Je veux dire, tout peut t'arriver dans un ultra. Fait que vaut mieux être prêt. Tu peux être irrité de la tête aux pieds, te blesser, t'ouvrir. J'ai tout.
Fait que c'est ça. Fait que bref, un petit peu dans l'intensité, ça porte là aussi, à peine, mais c'est ça. Mais là, ça, finalement, j'ai découvert que j'étais capable de courir 100 km cette journée-là. Mais il était peut-être, si j'avais couru toute la nuit, le lendemain matin, il était peut-être quoi, 6 heures. 6 heures du matin. Les derniers tours avaient été difficiles. J'avais essayé de dormir un peu, des 15 minutes, parce que je ne savais pas trop comment gérer mon sommeil. Tu essaies de prendre des trucs à gauche pas à droite, mais quand tu ne l'as jamais vécu, c'est comme, ben, je vais dormir 15 minutes. Première fois, top shape, je repars à courir. L'autre tour, j'essaie de dormir 15 minutes, puis capable de partir. Elle m'a kické hors de la tente, puis j'avais dit avant de... C'est ça, quand tu as un crew, tu expliques avant et non pendant la course comment on va fonctionner, parce que sinon, ça va être le bordel. Elle dit, 15 minutes, tu me kick out. Peu importe ce que je te dis. Elle a tenu son rôle très au sérieux. Elle a mis ses yeux méchants de Monsieur Patate, puis elle dit dehors. Faut toujours tes apportes, tes yeux méchants de Monsieur Patate, au cas où tu en aurais besoin. Ouais, dans votre kit de stock, vous aviez les yeux méchants de Monsieur Patate de Christina qui était prêt pour comme, forcer Pierre-Luc à sortir. Hein. Oui, puis conseil à toutes les crews en devenir qui nous écoutent, ayez la discussion difficile avant la course. Parce que pendant la course, il y a plein d'émotions puis de fatigue, puis ça l'amplifie un peu les situations. C'est que parlez-vous avant. C'est que nous autres, on avait vraiment établi un plan. Tu sais, c'est comme, tu me réveilles, peu importe. Si je te dis, je veux rester, tu me dis non. Tu me rhabilles, tu me donnes des oranges, puis tu me pousses dans le dos en me disant bonne journée. Puis c'était vraiment ça. Puis aussi, on avait établi si jamais ça n'a plus de bon sens, comment qu'on gère ça, que, tu sais, dans le fond, c'est quoi la limite que tu peux atteindre avant que je dise wow minute, là. Puis ça aussi, on en avait jasé avant parce que c'est important. Mais il ne l'a pas atteint. Non. Mais il a fallu que je lui donne un petit coup de pied dans le derrière avec 2 oranges dans les mains. Là. Et c'est là que tu te rends que mentalement, si tu te mets de limite, moi, je m'avais dit 100 km. Quand j'ai fait mon 100e kilomètre, j'ai tracé une ligne par terre. J'ai regardé celui qui marquait les tours. Je lui ai dit, moi, j'ai fini, je traverse ma ligne. Puis il m'a regardé, il dit, t'as le temps en masse, continue. Mais non, t'as pas compris. Je viens de terminer ma course. C'était comme, je peux plus faire un seul pas de plus. Puis moi, j'ai essayé, là, j'ai tout essayé. Là. Couche-toi un peu, je vais te réveiller. Tu sais, on va te changer, tu manges un peu. Tu peux repartir, mettons, vers 8 heures. Tu as le temps de faire un tour en marche. Impossible. Il n'y avait rien à faire. J'ai tout essayé. Puis il était à peu près 6h30 le matin. Là. Ça qui restait 3h30 là, pour faire comme un autre 10 km ou 2 autres 10 km. Rien à faire. J'ai défait la tente autour de lui. Puis à 10h, quand les médailles ont été remises, il a été chercher sa médaille, puis on est parti. C'est mental, puis c'est normal, je pense. Ouais. C'est comme, le matin, on part courir 10 km, puis samedi, on va en courir un 30. Ben, moi, je le sais qu'aux 3/4 de ces 2 runs-là, je vais avoir un petit coup de « je suis tanné ». Quand c'est sur route, en trail, moi, ça va, ce bout-là, mais quand j'ai les entraînements sur route, j'ai une limite mentale que quand c'est 10 km, ben, je sais qu'autour du 7-8e, je vais être tanné, je vais me dire, bon, j'arrive-tu bientôt? Puis quand je pars pour une sortie de 30, ben, au 24-25e kilomètre, à un moment donné, je suis comme, bon, ben, j'ai fait le tour. Mais je pense que quand tu dis, comme tu disais, Pierre-Luc, de se mettre une limite mentale, toi, tu avais l'objectif, 3 chiffres, 100 km, le cerveau a fait, mission accomplie, je ferme la lumière, bonne fin de soirée. Ouais, exact. C'est exactement ça qui s'est passé. Puis il n'y avait rien pour le convaincre. Mais tu sais, j'étais tellement fier de ce que j'avais fait. J'avais tout donné sur le dernier tour. C'était comme le soulagement d'avoir terminé quelque chose. Même si c'était un objectif personnel, j'avais fini ma propre course. Puis j'aimais ça, ce principe-là du 24 heures, justement. Tu peux pas faire de DNF. C'est comme, peu importe ce qui arrive sur 24 heures, si t'es fatigué, dors toute la nuit, puis tu recommenceras le lendemain matin, puis c'est pas grave. Fait que je trouve que c'est une belle façon pour quelqu'un qui veut faire du gros kilométrage, mais sans se mettre de pression justement de performance de je le finis ou je le finis pas. Les événements 24 heures, j'aime ça pour ça. Oui, puis je trouve que ça laisse beaucoup, on parlait de à compétitif, je trouve que ça laisse une belle place aussi aux coureurs de tous les niveaux parce que si tu veux faire 100, 120, tu as la place pour le faire, mais si tu as le goût de faire un 50,
quand c'est ton premier 50, tu n'as pas une espèce d'aura qui plane de cut-off. Tu peux faire, mettons, 2 tours, te reposer 1 heure, faire un petit somme, tu retournes, tu fais un tour, tu te reposes, tu manges, tu jases, là. Puis les ambiances de ça, quand tu es tout autour du campement, puis qu'il y a un feu, puis tout ça, en plus de ça, c'est magique, là. Tu sais, Tu es avec la même gang pendant quasiment plus que 24 heures parce que tu arrives le vendredi, puis le dimanche, tu repars dans l'après-midi. Fait que ça devient une petite famille que tu rencontres. Puis c'était une boucle, mais il y a une boucle que tu rencontrais. Fait que c'est high five à toute fois que tu rencontrais quelqu'un dans le temps qu'on se touchait. C'était fantastique. Ah, c'est ça, c'est qu'il y a une expérience humaine qui se crée. Puis, j'entendais Tania vous en parler dans l'épisode que vous avez récemment sorti avec Tania Rancourt. Puis, elle parlait de ça un peu du Transvalley, cette espèce de petit esprit de communauté-là. Oui. Les courses comme ça sur plusieurs jours, ben, tu as aussi cet effet-là de camping, puis tu recroises le même monde. Puis, pas besoin de courir 200 km avec la même personne pour créer quelque chose parce que là, tu te croises 3-4 km pendant la course, tu rejases le soir au camping, tu reviens, tu repars. Il y a de quoi de le fun là-dedans. Là. Oui. Mais là, vous m'ouvrez la porte bien grande pour parler de ce que je voulais jaser avec vous aussi, de votre approche des courses, comment on prépare ça, parce que moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que vous êtes un couple dans la vie, vous semblez avoir une complicité évidente au micro, mais vous avez une complicité aussi quand vient le temps de faire les courses. Puis quand on s'était parlé la première fois, Pierre-Luc, tu m'avais dit, si on fait l'entrevue, on le fait à 3, vous deux. Puis moi, j'étais comme, c'était ça le but, parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est le coureur, mais c'est tout ce qui s'en va autour, qui est l'équipe. Puis vous faites ça en équipe. Vous choisissez vos courses en équipe. Vous choisissez les défis, vous les préparez ensemble. Puis j'ai envie qu'on se prête au jeu de dire, OK, le QMT s'en vient. Comment ça a été ce processus-là de choisir la course? Puis comment qu'on se prépare jusque-là, physiquement, pour toi, Pierre-Luc, qui s'entraîne pour un 160 qui va être assez ardu. Mais toi aussi, Christina, parce que je sais que tu es la queen de la logistique puis de la préparation, puis ça prend ce genre de crew-là, puis je trouve ça super important pour les gens qui écoutent, quand on se lance dans des longues, d'avoir un crew, d'avoir un cerveau, tu le disais tantôt, hein, on a la discussion tough avant de dire, OK, c'est quoi mes limites, comment tu veux que je me gère, de pouvoir déléguer son cerveau à quelqu'un, puis de te concentrer sur courir, ça fait toute la différence, puis ça fait que quand tu finis ta course, tu ne l'as pas fini individuellement, tu l'as fini en gang, fait que prenons l'exemple pour le fun du QMT. Comment on se prépare du jour 1 on s'inscrit à on s'en va au Mont-Sainte-Anne puis on essaie ça? Tu dis comment je me suis inscrit? Ça commence avec un verre de vin et une carte de crédit. Non. J'étais à jeun. Il était très tôt. Vas-y. Quand la nouvelle du QMT a sorti, du 160, je travaillais, puis j'ai tout arrêté mon travail, puis j'ai tout de suite appelé. Je l'ai appelé tout de suite. J'ai fait, là, tu sais pas qu'est-ce qui arrive. Tu sais, le QMT que je voulais refaire depuis vraiment longtemps parce que j'ai eu une épreuve difficile au 110, ils ont fait un 160. Puis tu sais quoi? Il part pour 2 jours. C'est le vendredi, puis samedi, 2 nuits. Je peux-tu le faire? Tu veux-tu embarquer là-dedans? Elle fait, ben oui, c'est correct. T'es sûr, là? Parce que là, on part pour longtemps, là. Puis tu vas travailler de nuit, 2 nuits, là. Ah non, pas de trouble. Fait que, OK, un coup, moi, j'ai le hockey, c'est comme, OK, là, moi, je check les plans, puis tout ça. Puis de là, on se monte un plan. Parce que côté logistique, ce qui est le fun, c'est que c'est une course qu'on a déjà faite. T'sais, on a fait le 110. Fait qu'elle connaît déjà un peu les spots où qu'elle peut me voir. Fait que déjà, en partant, c'est le fun. Elle sait comment que j'ai eu de la misère sur mon 110. Fait que ça, elle va être prête. Mais moi, j'ai toute une expérience sur 110, mais c'est une autre histoire. Mais la façon, moi, je me prépare pour ça. Mais là, présentement, c'est sûr, là, je fais le défi Everest que là, j'essaie de me clencher jusqu'à fin avril. Mais ça fait partie du training, veux pas, parce que je monte mon kilométrage puis je monte mon dénivelé, fait que c'est parfait. Là. Mais mon problème, moi, c'est qu'il est au mois de juillet. C'est la grosse chaleur. Ça va être une partie. J'ai couru à 14 degrés tantôt. Je trouvais qu'il faisait trop chaud. J'étais habitué de courir l'hiver. Je suis bien l'hiver. Moi, à -4 en short, en t-shirt, je suis correct. Il n'y a pas de problème. Je fais un Johan Rock de moi, là, mais je suis confortable comme ça. Avec un peu de mitaine et une tuque, ça va bien. Puis la façon qu'on prépare ça, c'est qu'on va s'asseoir peut-être un mois et demi avant la course. Je vais y montrer la map. Je vais avoir mes temps estimés en dessous de chaque plan A, plan B. Mes besoins nutritionnels vont être marqués.
côté, mettons, j'ai besoin de 3 gourdes là, 2 gourdes là, ça va tout être marqué sur mon plan. Puis sinon, je fais quoi d'autre? Dans le fond, on prépare à l'avance quand on est plus proche de la course. Là, c'est là que vraiment mon rôle de chef de crew embarque. Puis là, on prépare comme des doggy bags selon les ravitaux. Puis moi, j'ai toujours aussi dans mes poches d'autres choses au cas où ce qui était prévu ne passerait pas. Dans le fond, moi, je le suis en auto. C'est probablement que je ne retournerai pas vraiment à notre hôtel quand tu vas partir. Puis avec la COVID, je ne sais pas si tu vas partir en autobus ou je vais aller te porter. Ce n'est pas encore décidé à ce moment-ci. On va attendre un peu plus proche parce qu'avec la COVID, demain matin, il peut se passer quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu venir personne. C'est que les plans d'avance, c'est moins bon. Mais tu sais, moi, on s'est installé dans son auto. Il y a un VUS, il y a une Mazda. On baisse les sièges, j'ai mis des plywood, on se fait un lit. Puis on dort souvent dans notre voiture là, c'est le temps des courses. C'est nécessaire d'être confortable pour le crew parce que oui, le coureur, la coureuse est sur les sentiers, puis c'est pénible, puis c'est tough, mais l'attente aussi, moi, c'est ce qui m'avait marqué quand j'avais fait le Gaspésia 100 miles avec un ami dans son crew, c'est beaucoup d'attente, puis c'est pas plus reposant, tu sais, dans le sens que c'est. Il faut que tu sois à on quand il arrive. Il faut que tu sois alerte, puis il y a les temps de passage, mais ça se peut que ce soit d'avance. Puis s'il est en retard, ben là, la machine, le cerveau s'emporte, hein, puis là, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais au final, c'est un temps de passage, il est 30 minutes en retard, c'est normal sur une course de 160 km, mais il y a une part stressant, quand même de stress de tout ça, d'attente, d'anticipation. Puis là, boum, quand il arrive, il faut que tu sois la switch à on, puis il faut que tu sois cheerleader pendant 2 minutes intenses. Hein. Parce que ça, en 30 secondes, il faut qu'elle analyse si je suis bien, mes besoins, puis si je suis correct pour repartir, puis j'ai tout ce qu'il me faut en quelques minutes. Là. Moi, j'arrive, ça fait 10 minutes que je pense mes affaires. Je sais exactement. Je dis, OK, je garoche mes bouteilles d'eau, je veux de l'eau. Ça, je vais manger ça. Je ne sais plus si j'ai pris ça. Je jette ça un peu partout. C'est comme, moi, je suis en course. C'est comme... plus la course avance, plus c'est dur. Moi, je suis fiable. Est-ce que je dis, mes informations sont floues? C'est quand est-ce que tu as mangé la dernière fois? Oh, je pense que c'est ça, mais je ne suis pas certain. Puis, tu sais, c'est souvent, OK, là, qu'est-ce que tu as besoin? Ben là, il va-tu faire noir bientôt? As-tu besoin d'un frontal? Ah oui, c'est vrai, besoin d'un frontal. Mais, tu sais, moi, j'ai un checklist avec un pad, tu sais, comme avec un clip sur le top, là. Puis à chaque fois, c'est comme, attache tes lacets. Là, c'est... Oui, je donne des infos rendu dans ce coin-là. OK, demande-moi ça. OK. Mais ça m'aide vraiment. Comme moi, je sais exactement, là, elle va me le demander. C'est ça. OK. J'ai plus besoin d'y penser. C'est ça. Puis moi, tout est prêt. Puis, tu sais, dans le fond, quand j'arrive, tu sais, comme au prochain ravito, parce que souvent, ce que je fais, c'est je pars, dans le fond, du ravito, je vais tout de suite au ravito suivant. Tu sais, je niaise pas entre les deux, je vais tout de suite au ravito suivant. Puis c'est à ce moment-là que je prépare tout, parce que souvent, je me traîne un petit panier, là, ou je me traîne vraiment un petit panier, puis là, je me lasse, tu sais, comme les bouteilles d'eau remplies, la bouteille de Gatorade, tu sais, là, les gels à donner, les capsules, y a-tu besoin de plaster, tu sais, j'ai toujours ma petite trousse de sécurité avec moi. Si jamais il y a besoin de changement de bas, jamais il y a besoin d'un drop bag à ce moment-là, tu sais, tout ce qu'on a prévu, les lumières, c'est écrit à quel ravito il faut que j'y donne et tout. Puis je prépare toutes mes affaires, puis après ça, je relaxe. Puis j'ai appris avec mon expérience de crew que, mettons qu'il te dit un temps de passage à 2 heures, tu es là à 1 heure. Mm-hmm. Parce que des fois, il fait des petites surprises de vitesse, là, puis tu veux pas manquer ton coureur. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment vieille, puis je traîne une couverte, une chaise, puis là, j'installe tout ça. Puis là, quand il arrive, je l'emballe. Puis, c'est l'amour que tu as pour quelqu'un quand tu y laves les pieds dans un ultra. C'est vrai, c'est une preuve d'amour indéniable là, quand tu es rendu à nettoyer les pieds puis enlever. Puis Dieu sait que dans un ultra un peu boiteux, hein, c'est rapidement pas beau. C'est ça. C'est que, bref, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, le Pandora a été un beau labo de tout ce qu'il fallait pas faire. Puis on s'est vraiment raffiné avec le temps. Là. Ouais, c'est le jour 1, ça, qui a fait qu'on l'a côté justement de crew. Tu t'es vraiment amélioré. Puis je connaissais plus mes besoins aussi. Fait que de là, on a commencé à créer vraiment une bonne équipe que à me voir face arriver, elle sait exactement si je vois ou je vois pas. Puis si je vois pas, ben OK, elle change de sa façon de me parler.
Puis, Ou c'est plus direct, où je commence à niaiser. Non, tu te lèves, tu t'en vas, pas de sentiment dehors. Tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un de super émotive dans la vie. Genre, je pleure vraiment tout le temps. Puis, quand on est en course, je n'ai aucune émotion. Aucune. Je ne me laisse le droit de vivre aucune émotion parce que sinon, c'est trop intense. Puis, tu sais, on est tellement synchro que, anecdote, au BU 160, à un moment donné, dans le milieu de la nuit, tu sais, fini, bye, OK, t'as ton eau, t'as tout ça. Puis là, je le regarde s'en aller, j'ai dit, mon amour, tu voudrais-tu te remettre de la crème? Il dit, oui, c'est ça, je t'ai chauffé. Puis là, je suis comme, bon, Hey, OK. je marchais en cowboy, là. Elle a vu le cowboy partir, elle a fait « Oui, mon chum, tu pars pas pour 20 km de Tu sais, même. » j'avais le regard flou, mais je savais que je voulais quelque chose. Mais tu sais, je sais pas quoi. Alors, j'étais dans une phase un peu weird. Oui, Mais c'est intéressant ce que tu dis, Christina, de ne pas avoir d'émotion. Parce que moi, je sais que quand je préparais mon crew pour Arikana, puis c'était tough parce qu'Arikana avait réduit le nombre de ravitaux pour la COVID, puis c'est bien correct. Mais j'avais juste 2 passages. Fait que moi, quand j'ai voyé à mi-parcours, quand j'ai clairement pas la moitié du temps de fête, tu le sais, Pierre-Luc, la deuxième moitié est toujours plus longue que la première. C'est rare qu'on fait du split négatif en ultra. Heureusement. Mais là, tu pars, tu sais, ça fait 12 heures, 10 heures de course, tu sais que tu t'en vas pour 14 heures ou tu sais, peu importe. Fait que j'avais vraiment été clair avec eux sur les checklists, mais aussi sur les émotions. Parce que je me dis, si j'arrive dans une mauvaise passe, un creux quelconque, mais là, tu as ta mère et ta soeur qui sont là avec le char. Puis toi, tu sais qu'il te reste 65-70 km. Je leur avais dit, là, vous me kickez out à coup de pied dans le dos s'il faut, mais il faut que je reparte. Puis c'est pas arrivé, je suis arrivé dans un très bon mood, mais je pense qu'il faut se préparer à ça. Puis je pense que c'est le meilleur conseil. Il y a plein de choses super intéressantes. J'ai l'impression que le dernier 5 minutes qu'on vient d'entendre, quelqu'un qui prépare un ultra, fait écouter cette portion-là entre Christina et Pierre-Luc sur la préparation d'un crew, puis de justement la checklist. Moi, je pense que c'est nécessaire. Moi, je sais que dans la vie, je marche en checklist, au travail, en course, dans tout. Puis là, on dirait que tu libères ton cerveau. Tu enlèves une petite portion, là, puis tu la laisses à ton crew. Voici la checklist. Puis tu sais, dans des courses, il y a souvent du matériel obligatoire. Puis on sait que si tu manques quelque chose, tu es disqualifié. C'est plate en maudit, mais tu ne veux pas partir du ravito trop vite. Puis là, tu ne recroises pas ton crew d'ici la fin de la course. Tu arrives à la ligne d'arrivée 14 heures plus tard, puis il te manque un gant, puis tu es disqualifié. Fait que, ne serait-ce que pour ça et pour les besoins essentiels, c'est-à-dire nutrition et hydratation. non, c'est ça. Puis en tant que crew, il faut vraiment que tu saches, tu sais, puis nous autres, moi, c'est facile de le faire parce qu'on se connaît tellement, puis tu sais, moi, juste à le regarder, je sais comment il file. Mais, tu sais, ça a une arme à double tranchant parce que, tu sais, des fois, en course, il file vraiment pas. Puis ça marche vraiment pas. Puis la seule affaire que tu as le goût d'y faire, c'est un gros colleux, puis il dit « T'es correct, mon amour, tout est beau. » Mais c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Faut que je garde mes yeux méchants de Monsieur Patate, puis dire comme « Là, t'as faim, mange, bois, change tes souliers, rattache-les, faut que tu repartes parce que là, t'as ton timing. » Puis, mais tu sais, c'est dur de voir, tu sais, comme les personnes que t'aimes dans cette situation-là, mais en même temps, c'est nécessaire parce que tu peux pas passer tes émotions à l'autre, sinon c'est ben trop. Parce que moi, j'ai payé pour être là. J'ai payé pour la souffrance. J'ai payé pour le gros kit. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vais arriver en ravito. Puis, tu sais, t'es la personne que j'ai... Mettons, j'ai couru pendant 4 heures tout seul. T'es la première personne que je vois, c'est je me défoule carrément dans tout ce que j'ai pensé dans les dernières 4 heures. Puis c'est comme après ça, je repars. Ah, là, je suis correct. Là, j'ai parlé à quelqu'un. Ça m'a fait du bien. C'est des niaiseux de même, des fois. Mais tu sais, c'est ça, c'est de bien saisir ton coureur quand il arrive. Tu sais, s'il a besoin d'un coup de pied dans le cul ou de te faire flatter dans le dos, il faut que tu le saches rapidement parce que le prendre du mauvais côté, ça risque de rallonger son temps, de changer son minding, de, tu sais, là, vraiment... Ouais. Il faut vraiment comme que tu vois ton coureur. Puis, tu sais, c'est pour ça que... Mais en même temps, c'est ça. C'est un arme à double tranchant parce que quand tu connais bien ton coureur, ben tu as des émotions pour lui. Ça que c'est ça. Mais, tu sais, c'est important aussi de s'entendre avant sur toutes ces affaires-là. Parce qu'une autre anecdote, le premier Bromont 80 qu'il a fait, puis à un ravito, il a été comme un peu bête. Mais moi, là, je m'en fous. Il est dans le milieu. Tu sais, ça faisait comme 10 heures qu'il courait. Là, tu sais, regarde, il a été un peu bête, il est parti un peu vite. Je suis comme, ben vas-y, bye. Tu sais, puis de toute façon, je l'avais kické un peu dans le cul. Puis là, il est revenu à l'autre ravito d'après, puis il était comme super émotif. Là, je m'excuse, j'ai pas été fin avec toi. Puis là, je suis comme... Mais j'ai pensé à ça pendant peut-être 2 heures. Là. C'est ça. Je capotais, je suis là, hey, elle ne voudra plus jamais être mon crew. J'ai fait la.
la pire gaffe de ma vie. Mais ça a fait que j'ai couru tellement vite cette section-là parce que j'avais hâte d'aller m'excuser. Puis, ben, tu sais, puis moi, j'avais aucune émotion par rapport à ça parce que je le savais qu'il pouvait être grumpy en course puis qu'il passait un bout dur. Fait que moi, c'était comme, ah ouais, il repart, vas-y, mon homme, aïe, on se verra au prochain ravito. Mais tu sais, c'est ça, on n'avait pas interprété les émotions de la même façon. Ah, puis on le sait, dans des efforts comme ça, on devient un peu à fleur de peau, surtout puis dans les extrêmes. Hein. Si c'est positif fois 1000. Tu sais, je sais pas si ça t'arrive, Pierre-Luc, des fois, en plein milieu d'une run, t'as comme une espèce de sentiment, une vague de bonheur ou d'émerveillement face à quelque chose, puis t'es comme, hey man, on dirait que je suis pété raide, mais tu sais, non, je suis bien à jeun, j'ai juste bu du Gatorade puis de l'eau, mais il y a quelque chose qui se passe, et inversement, tu sais, à l'opposé, quand ça va mal, ça va toujours plus mal, et puis je pense que c'est important d'avoir ces règles claires entre le crew et la personne, autant de part et d'autre, hein, de dire là, il n'y a pas d'émotion aujourd'hui, ça se peut qu'on se parle sec, puis ça se peut qu'on soit un peu directif. Moi, je suis pareil, j'étais comme, je disais à ma mère, ma soeur, là, je vais être directif. Tu sais, moi, ça va comme tu dis, Pierre-Luc, quand tu sais que ton ravito s'en vient, tu es en mode checklist, toi-même, qu'est-ce que j'ai besoin? OK, j'ai plus d'eau, j'ai plus de gel. Fait que tu arrives, puis tu te déferles ce que tu te répètes dans ta tête depuis 10 minutes de OK, je veux d'eau, gel, je veux une banane, je veux telle affaire, je veux telle affaire. Faut pas qu'il y ait d'émotion là-dedans. Il faut que tu sois complètement détaché, autant de la part du crew que de la part du coureur. Et inversement, à un moment donné, comme tu dis, Christina, tu vois ton chum qui est magané, qui ne veut pas partir du ravito, mais il faut que tu mettes tes yeux de Monsieur Patate méchant, puis tu le kicks, puis ah ouais, va courir. T'es payé pour être ici. Pars. C'est pas un choix, là. T'es correct. Mentalement, t'es correct. J'ai fait le checklist. T'es lucide. Go. C'était bon partir, go. C'est ça, parce que des fois, je pose une couple de questions, savoir s'il est encore lucide. Des questions pièges. J'ai des petites questions pièges. C'est quoi les questions pièges? On va se faire une checklist. Ben, genre, c'est pas... c'est pas des grosses questions pièges, mais quand ça fait 25 heures que tu cours sur ces pièges, c'est genre, as-tu fait pipi récemment? C'est quoi la dernière... Souvent, ça fait, je vais aller voir. C'est ça. Quand il faut aller voir, c'est pas bon signe déjà. Là, on est à quel ravito, là? Souvent, je fais, il n'y a pas de sang, c'est correct. Ces genres de questions-là, c'est comme, là, tu es dû pour prendre, comme ton gel maintenant. Ah, ouais, OK, bon, là, tu n'es plus sur le poste. La chute du cheval blanc, j'étais comme, il est vraiment pas là, mais finalement, il n'était pas tout seul à le voir, le cheval blanc, il y en avait un pour vrai. Ben, c'est ça, c'est quoi cette histoire-là, Bromont, du cheval blanc? Sur le 160, on est en pleine nuit. Il y a un champ, puis il y a de la brume, là, tu sais, t'es comme dans un film, là. Ah oui. Il y a un cheval blanc qui arrive d'entrer tranquillement galopant. Mais tu sais, il est tout blanc, là. Tu sais, ça a l'air d'un rêve. Là, il y a un gars à côté de moi, il se tourne, je le regarde. On regarde le cheval, il se tourne. Il dit, tu vois-tu le cheval? Mais tu sais, on est bien sérieux, là. Juste parce qu'on n'est pas sûr qu'on voit la même affaire. Oui, il y a vraiment un cheval. Puis le cheval s'en va dans la brume comme si rien n'était. On arrive au prochain ravito qui est le ravito chez Bob. Mais nous autres, c'est le running gag. Ça fait 1 heure, là, le cheval blanc, parce que tous les coureurs qui arrivent chez Bob disent « Hey man, il y avait un cheval blanc dans le trail, dans la brume, il est sorti de la brume, gros cheval blanc. » Nous autres, on est là « Oh mon Dieu! » Ça ressemble à une licorne, là. C'est comme, c'est quoi qu'il fait là? Là, le premier, on dit « Oh, OK, ça va pas super bien, tu sais. » Mais finalement, là, tout le monde arrive avec l'histoire du cheval blanc. Finalement, le monde chez Bob ont réussi à appeler le propriétaire du cheval blanc pour qu'il vienne le chercher. C'est parce que t'entends tellement d'histoires des longs ultras dans la nuit, les hallucinations. Je pense que ça fait partie du mythe des ultras, ça fait partie du fun des ultras. Mais là, t'as un cheval blanc puis il a l'air vraiment vrai. Ça doit être vraiment freakant. Mais tu sais, c'est le fun puis c'est pas le fun en même temps. C'est comme... Oh! Il me semble qu'il y a de bonheur pour halluciner autant. Puis, il a l'air vrai, là. Mais bon, ça fait parce qu'il y avait comme une espèce de rat de brume autour. En tout cas, bref, c'était vraiment quelque chose. Le moment parfait, là. Ouais, c'est ça. Là, toi, Pierre-Luc, t'as traîné une bague de fiançailles sur 160 km pendant 20 quelques heures. Ouais. Parlez-moi, depuis quand... En fait, toi, Pierre-Luc, depuis combien de temps c'était prévu, cette affaire-là, de demande en mariage à la ligne d'arrivée de Bromont? Ben, j'ai cherché longtemps comment je pourrais faire un coup d'éclat puis que ça me ressemble. Fait que là, j'ai pensé à ça.
Mais là, je fais mon premier 160, puis je traîne une bague. Je suis déjà anxieux de base fois 1000. Je dis, je vais me rajouter une couche de plus. Je vais traîner une bague que je vais cacher dans mon sac. Faut pas que mon cou voie pendant les 29 heures que j'ai couru. Et il faut que je le finisse absolument parce que c'était à la ligne d'arrivée, je lui ai demandé. Parce que sinon, je ne demande pas. C'était vraiment... Tu sais, je me mettais pas de pression, pas en tout comme premier 100 miles. C'était comme... Do it ou die. Toute ma famille était au courant. Puis OK. toute sa famille était au courant. Puis tout le monde venait voir sa finale à Bromont. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'est donc bien fun, tout le monde embarque dans le projet. Puis... Parce que j'ai pas autant de monde de même d'habitude. Mon dernier ravito, il doit y avoir 10 personnes qui m'accueillaient. C'était comme... Elle comprenait. Ma soeur, elle voulait juste me peigner. Puis j'étais comme, lâche-moi. Ça fait 35, quasiment 40 heures qu'on est debout, on est tout croche. Elle est habillée en mou. Puis, elle est mon crew, là. Elle est habillée pour veiller tard, pour se coucher. Puis... Moi, je suis à ma deuxième nuit dans le char. Là. Je suis comme, regarde, je dors avec ma tuque, je l'enlève pas parce que j'ai une tête de tuque. J'ai des gros jogging gris mous. Puis ma soeur est comme, je vois te peigner. Ouais, mais pourquoi? Puis là, c'est ça. Là, j'avais dit avant de partir, j'ai mis dans mon sac quelque chose pour me rappeler de mon garçon. Il y avait un petit cube Rubik, 4 faces, 4 cubes, en tout cas 4 côtés, là, tout petit, qui était la grosseur exacte d'une boîte de fiançailles avec une bague dedans. Je l'ai mis dans le fond de mon sac, mais tu sais, j'ai essayé de l'envoyer d'une discussion subtile pour pas trop que ça paraisse, mais ça devait être pas subtil pantoute, finalement. Moi, j'ai rien vu. Fait que là, j'ai mis ça dans le fond de mon sac. C'est pour me rappeler de mon gars, mais je fais jamais ça parce que moi, je le traîne dans ma tête, mon gars. Puis il me dit, je vais placer mes affaires moi-même dans mon sac pendant la course, tu sais, pour savoir où est-ce qu'ils sont. J'ai fait find mon homme une tâche de moins. Ben, c'est ça. Mais c'est ça, je l'ai mis dans le fond, j'ai mis une serviette par-dessus, je l'ai mis dans un ziploc. Je dis, ça me laisse 2 couches pour si jamais elle l'ouvre. En tout cas, puis là, on arrive, mon pacer, il est au kilomètre 120 de mémoire. Là, je lui dis, là, je vais lui demander en mariage, fait que rends-moi au bout, là. Faut que tu me pousses, là. Lui, savais-tu qu'il y avait cette demande-là de prévue? J'y ai dit, là. Là. Fait que là, on court ensemble, je raconte cette histoire-là, puis tout ça. Ah, puis, mais c'est même pas tout de suite après que je l'ai vu. C'est peut-être 5-6 km après, j'ai dit « Ah, by the way, je vais me demander ma blonde à la ligne d'arrivée. » J'étais après d'oublier de te le dire. Lui, ça pressionne dans le piton parce que là, non seulement il faut qu'il te rende au fil d'arrivée pour finir la course, mais en plus, il sait qu'il y a de quoi de plus au bout, là. Exact. Puis là, on est peut-être à 7-8 km avant l'arrivée. Là, j'ai dit arrête un peu, il faut que je fasse un test. Là. Fait que là, je sors mon sac, je sors ma bague. Il dit là, il faut que je me mette à genoux juste pour voir si je suis capable de me mettre à genoux puis me relever. Fait que là, regardez, pensez à l'image, là. Je suis avec mon pacer dans le bois, je me mets à genoux devant mon pacer, puis je sors la bague. Fait que ça a été ma pratique. J'espérais que personne passe, que le coureur passe. Mais la question, c'est est-ce que le pacer a dit oui? Non, il m'a dit non. Il dit tu ne mérites pas. Oh. Puis il est parti à la course. Non, fait que là, je me penche, ça va bien, mais je ne peux pas m'enlever. Je vois des étoiles. Fait, là, il faut que je mange, il faut que je m'hydrate. Là, on est sa mission, là. Remets-moi en top shape parce que là, je vais perdre connaissance. Fait que là, j'ai réussi à manger, à boire un peu, mais les derniers 5 km, c'est terrible, ça, un 160. Puis à Bromont, tu vas le vivre. Oui. C'est des petits vallons à la fin, mais qui finissent juste jamais. Là. Mais tu sais, j'étais quand même assez rapide. Je réussis à dépasser des gens, j'étais content, mais c'était difficile. Ma montre m'a lâché. Vers la fin, c'est comme, je sais plus où je suis rendu. Fait que tu dis, il reste 5-2 km. Là, tu fais 2 km. Il en reste encore 2. C'est mentalement difficile de continuer. Puis là, finalement, je vois le champ à Bromont. C'est un gros champ puis là, tu vois la tente dans le temps qu'il y avait la tente. Puis avec la ligne d'arrivée, je dis, OK, ça y est. Et là, j'ai le cœur qui... Je pense même plus que je fais 960. C'est comme, là, il faut que je sois prêt. Là. OK, là, je faisais comme ma pratique. Ça. OK. Puis, il m'avait dit, genre, ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais me donner ma buckle à la fin. Tu sais, ce serait vraiment significatif. Je suis comme, oui, tu sais. Puis Gilles, il m'avait permis de le faire aussi. Tu sais, c'est que je l'attendais avec sa buckle, puis tout. C'est que, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Là, on saute d'un bras quand j'arrive, puis je me recule d'un pas. Je sors mon petit sac, ouvre la bague, me mets à genoux. Puis moi, je pleure. Puis là, tu sais, je demande. Puis là,
Tu dis oui, j'ai pas compris. Fait que là, finalement, elle a dit oui. J'ai puis dit oui. C'était notre histoire de Bromont. Magnifique. C'était-tu une première à Bromont? Est-ce que Gilles vous a confirmé que... Il y a déjà eu dans le passé d'autres demandes. Je pense qu'il y en a eu une autre. Ouais. Mais Gilles, il donne une bière à la fin, puis il dit « Ah, t'en mérites 2. » Il m'a donné une deuxième. Puis il est tellement fin, Gilles, parce que, tu sais, puis après ça, tu sais, j'allais chercher de la bouffe, puis, tu sais, on était en famille, puis on était autour de Pierre-Luc, tout ça. Puis là, Gilles, toutes les fois qu'il me posait, il disait, c'était elle, elle va se marier. C'était vraiment le fun, c'était un beau moment. Ouais. Ah, c'est le fun. Et ça, on a jasé peut-être 10 minutes avec Gilles Poulain, Ouais. justement, après, puis il nous contait. Puis il dit « Ah, c'est vraiment impressionnant comme premier marathon, premier 160, faire en bas de 30 heures. » Ben, pour moi, c'était comme ben, je l'ai fini. Là. Je sais même pas. Tu sais, j'avais aucune idée. Moi, je voulais juste le finir, cette course-là. C'était comme. Puis j'ai eu du plaisir. Je pensais pas avoir du plaisir sur 160 km. Le dernier bout, il est tough parce que t'as mal partout, puis tout fait mal, mais c'est normal. Mais il n'y a pas eu de problème en tant que tel à cette course-là. Ça a vraiment bien été. C'était juste, tu sais, une journée donnée parfaite, là, c'était cette journée-là. Ça a juste roulé, là. Puis j'ai parti le dernier, sa ligne de départ. Ah ouais. Je voulais dépasser. Mon but, là, c'était, je vais partir tranquillement le premier. Il y a une grosse montée en partant. Fait que je vais prendre mon temps, je vais aller me parquer en arrière de quelqu'un qui est plus lent que moi, pas mal. Puis avant 10 km, j'ouvre même pas un peu la machine. C'est comme, je suis en petit pace tranquille, puis je me suis amusé, puis tranquillement, je dépassais. J'ai dépassé tout le long, j'ai pas été dépassé. Oui, puis quand tu es arrivé au 80, puis que, tu sais, dans le fond, on était en dessous de la tente qui était comme la première boucle. Ouais, qui est la première boucle. Tu sais, on s'était dit, le premier 80, c'est ton warm-up. Puis c'est vraiment de même que je le voyais. Puis quand tu es reparti après ton 80, tu sais, tu étais comme content. Oui, puis j'ai essayé de faire une sieste parce que c'est un 160. Je pense qu'il doit falloir que je dorme, mais j'arrive au 80, c'est le party, il y a de la musique live, puis ça crie. Non, je pense pas que je vais réussir à dormir ici. C'est comme la pire place pour dormir. Fait que c'est comme, bon je vais m'en aller. Puis j'avais une bébé en poule, j'avais rien. Mes pieds étaient beaux. C'était bien beau. La bouffe allait bien, l'hydratation allait bien. C'était comme, tout est parfait. C'est comme, il va arriver de quoi, là? Mais finalement, il n'y a quasiment rien eu. Non, ça a été vraiment une super belle course. Tu sais, ton 110, tu étais pas mal plus magané que ça. Le 110 à Québec, ça a été de la destruction comparée à ça. Ben, ça prend ces moments-là pour après ça, apprendre de ça, puis arriver sur un 160, puis savoir quoi faire. Mais non, je prends des notes. Moi, j'entends ce que tu dis là, de partir slow, puis on l'entend souvent, mais là, de le vivre à travers ce que tu me racontes, puis je pense que vous étiez comme on point. Ça faisait combien de courses que vous faisiez ensemble en tandem crew-coureur? Ah, ça devait être notre 10-11e. Là. Fait que, il y avait une machine qui était bien rodée aussi. Christina, toi, tu savais comment le gérer. Pierre-Luc, tu savais comment te pacer, comment gérer ton effort. Puis vous avez... Ça a créé ce moment quasi parfait-là. Le fait de faire le 80 qui est exactement la même chose. Fait que c'était notre pratique l'année d'avant. Elle savait exactement où stationner, quand elle s'arrivait, où qu'elle pouvait dormir. Fait qu'on avait loué en conséquence la veille. Si ça pouvait se laver, c'était pas trop loin parce qu'on savait qu'elle allait dans ce coin-là. Fait que tout était géré. Justement, la pratique était faite. C'est comme, là, il restait juste à s'amuser. On savait ce que j'avais besoin. C'était la même journée, un an après. Fait que tout est parfait. Non, ça a super bien été. Puis, tu sais, c'est ça. Là, on est rodé. Là, c'est moins stressant, mais c'est encore stressant, par exemple, préparer. Tu sais, tu veux rien manquer, tu veux rien oublier. Puis, tu sais, moi, je me traîne tout le temps. Un change, puis un autre change au cas. Puis, tu sais, j'ai toujours comme un au cas où. Puis, mais, tu sais, non, c'est ça. Mais on est rodé, là. Ça va bien. Fait que là, c'est quoi Est-ce qu'il y a des bucket lists? Est-ce qu'il y a des rêves? Parce que je sais que 2021, vous pourrez m'en parler, c'est quoi vos plans? Mais après ça, je sais que vous planifiez ensemble, puis vous avez des objectifs ensemble. C'est quoi la bucket list de Christina et Pierre-Luc? Je pense c'est quoi mes courses que je rêve de faire? Ben, il y a le Bigfoot. Oui. Présentement, je suis 64e. 69? 69e, c'est la liste d'attente. Pour cette année? Ouais. J'ai commencé 118, mais je pense pas la faire. J'ai peut-être un autre projet. J'ai le projet du Tour des Géants qui
qui est sur ma bucket list et qui est payé, Ouais. que j'espère pouvoir faire, mais sinon, ce sera une autre année, puis c'est pas plus grave. Je vis bien avec ça, puis j'ai payé pour un rêve que je sais pas quand je réalise. En fait, Ouais. c'est ça. C'est de la résilience, je veux pas, là. On est là-dedans, fait que... Puis la course, c'est de la résilience d'un sens. Fait que t'apprends là-dedans, puis tu te réajustes, puis au pire, je vais être en forme pour faire d'autres choses, c'est tout. C'est le pire qui va arriver, là. C'est ça. Mais dans ta bucket list, l'UTMB est là aussi, je pense, pour l'événement. Mhm. Puis il y a des courses, tu sais, de trail dans le fond des États-Unis qui me font triper, mais qui départ à 50 personnes, que tu cours quasiment à 160 tout seul, va me faire autant triper. J'aime l'ambiance des petites courses avec le pied gratté à terre pour faire la ligne de départ. Je trippe, moi, c'est comme on est des enfants qui vont jouer dans le bois. Fait que j'aime rêver, mais toutes les courses ont le petit quelque chose qui vont me rapporter quelque chose. Fait que j'ai ma liste de base qui est devant mon ordinateur quand je travaille le podcast au-dessus. Ah ouais. Et à chaque mois, il y a des courses de rêve que j'aimerais faire. Puis je la vois tous les jours. C'est comme un jour, un jour. Puis là, je fais des recherches. J'en trouve un autre. Puis là, j'en remarque un autre papier. Puis il faut se laisser rêver, puis il faut s'amuser dans le processus. Je pense que c'est ça qui est le fun. Je pense que c'est le constat parfait, le mot de la fin parfait de se mettre des objectifs ambitieux, puis de trouver des courses qu'on veut faire, mais qui vont nous amener à nous repousser nos limites complètement. Puis... Exact. Mm. Moi, je rêve de vivre des grosses aventures. Je pense que c'est ça qui m'intéresse dans les longues distances. C'est le fait de rester longtemps dans le bois, puis justement combattre l'adversité, puis tout ça, puis continuer pareil, puis vivre à fond. Là. C'est vraiment cool. Ah, c'est cool. Mm. Ben, comme vous le savez, moi, en finissant, j'ai toujours mes questions éclair NAC, qui sont d'habitude 10 questions où on demande à nos invités de répondre le plus rapidement possible. Mais là, j'ai fait quelque chose avec Julien Lachance puis Joanie Desroches. Il y a exactement 10 épisodes quand j'ai reçu pour la première fois un couple. Puis là, je me dis, on réessaye ça, ça avait été le fun. Ça va être 10 questions que je vous pose. Puis la réponse est tout le temps Christina ou Pierre-Luc. Donc, je vais demander, Pierre-Luc, j'ai l'impression que tu as une porte derrière toi. Je te demanderais de quitter le studio d'enregistrement. Puis... Je quitte. Parfait. On va y aller seulement Christina et moi. Je vais te poser les 10 questions. Il n'y a pas de stress de vitesse. Par contre, ce qui va être le fun, c'est de voir vos réponses, vous autres, ensemble. Ce que toi, tu as répondu, ce que Pierre-Luc a répondu. Puis on va voir si vous pouvez battre. Écoute, je ne veux pas mettre de pression, mais Julien et Joanie sont arrivés avec 10 en 10. Fait que la barre est haute, mais je pense que c'était quand même exceptionnel. On va voir comment ça se passe de votre côté. Je vais essayer. Parfait. Tu me dis quand tu es prête. Je suis prête. Qui court le plus? Pierre-Luc. Qui dort le plus? Moi. Qui choisit les destinations voyage? Ça peut être les deux? On peut mettre les deux. Qui est le plus ça dépend des courses. Mettons les deux. Qui est le plus romantique? Oh, ça, c'est une bonne question. On n'est pas super romantique ni un ni l'autre. Je vais dire moi, Christina. Qui est le plus chialeux? Sûrement moi. Qui a le contrôle de la télécommande? Pierre-Luc. Qui est le plus organisé? Pierre-Luc. Qui chante le plus mal? C'est clairement moi. Qui trouve les invités d'Ultralala? Pierre-Luc. Qui est le plus drôle? Oh, c'est une bonne question. On a un humour weird, les deux. Pierre-Luc. Parfait. Fait qu'on a 10 réponses. Tu peux dire à Pierre-Luc de revenir. Tu peux même rester parce que dans le fond, toi, tu as déjà les questions. On va voir s'il y a les mêmes réponses que toi. Mon amour, viens-t'en. Là, tu as beaucoup de pression, là. On se croirait à garder les clans quand l'autre est C'est ça, exactement. Mon retour, Pierre-Luc. Merci. Tu es allé écouter de la musique en dansant comme à la garde des clans? Pareil. Donc, tu vas voir, c'est simple, c'est 10 questions. La réponse, c'est soit Pierre-Luc, soit Christina. On va pouvoir comparer vos réponses. C'est bon. T'es prêt? Oui. Qui court le plus? Moi. Qui dort le plus? Christina. Qui choisit les destinations voyage? C'est moi. Qui est le plus romantique? Christina. Qui est le plus chialeux? T'as le droit. Je vais dire Christina. Qui a le contrôle de la télécommande? C'est moi. Qui est le plus organisé? C'est moi. Qui chante le plus mal? C'est moi. Qui trouve les invités d'Ultralala? C'est nous deux, mais moi. Qui est le plus drôle?
qui se trouve le plus drôle ou ça change la question. Selon l'interprétation. Ah, Christina. Vous êtes 8 en 10. C'est très, très fort. J'ai aimé les petites complicités. La dernière fois que je l'avais fait avec Julien et Joanie, j'avais dit les deux quitter à la réponse de l'autre, mais là, c'était mourant de voir Pierre-Luc répondre devant Christina. Ça ajoute une pression de plus. Hein? Non, c'est ça, j'essaie de lire dans son regard. Mais j'avais dit que j'étais plus chialeuse que toi. Je l'avais dit. Okay. Mais il faut jouer safe dans ces questions-là. Écoute, c'est ça, il y a deux réponses. Qui chante le plus mal? Christina a dit Christina, Pierre-Luc a dit Pierre-Luc. Puis qui est le plus drôle? Pierre-Luc a dit Pierre-Luc. En fait, non, Christina a dit Pierre-Luc et Pierre-Luc a dit Christina. Fait que je pense que vous avez très bon joueur. On se trouve très drôle les deux, mais vous avez les deux assumé que vous chantiez mal, mais vous trouvez les deux drôles. Donc, c'est parfait comme ça. Ça démontre toute la complicité. Mais toi, tu chantes pas souvent. Moi, c'est parce que je chante vraiment souvent. Puis je modifie mes chansons de paroles. Tu sais, en plus, bon. Je chanterai pas. Ça allait bien l'épisode. Je chanterai pas, je vous le promets. Mais moi, je modifie toutes mes chansons selon ce que je fais. C'est parfait. Ouais. On adapte les grands succès. Regarde la face à Pierre-Luc, il est vraiment heureux de que je fasse ça. Là, ça le rend heureux. Là. C'est... Ben écoute, 8 sur 10, je pense que c'est wedding material. C'est pour quand ce mariage-là? Je suppose que la COVID était allée un peu chambouler vos plans, mais là, la demande en mariage, c'était à Bromont Ultra en 2019. 2019. Ouais, en théorie, on se mariait le 5 septembre 2020. Bon. Et on a une robe, une bague, des souliers, une place, un photographe, des fleurs, toutes. Mais on n'a pas encore une date officielle pour 2021. On attend encore un petit peu pour setter une date de savoir combien de personnes on a le droit d'inviter. Ah, il y a ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est juste ça qu'on peut faire en ce moment. Un peu comme les courses qu'on parlait tantôt avec le Bigfoot puis le Torrent. Tu prépares des choses, mais tu ne te fais pas trop d'attente. Ouais, exact. Mais 2021, on se marie, là, peu importe. OK, ça arrive no matter what. Oui, qu'on soit 2 ou 150, on se marie. OK. C'est une bonne nouvelle. Je vais vous souhaiter un beau mariage, une belle année de mariage, une belle année de préparation aussi pour ce qui s'en vient. Puis je vous remercie de votre temps. Ça a été vraiment le fun comme discussion. Merci. Merci à toi. Je rappelle que vous êtes les animateurs de Ultra Lala Podcast, le coureur des bois. Puis, merci à vous deux. C'est vraiment le cool. Je suis vraiment content de ce programme double-là. Ça nous a permis de passer de l'autre côté du micro, chacun notre tour. Puis, je vous remercie pour ce que vous faites pour la communauté de trail. Pour vrai, je pense que dans une année encore plus sans compétition, ce sentiment de communauté-là continue à travers votre balado, à travers les personnes que vous nous faites connaître. Fait que pour vrai, je vous lève. J'ai plus de bière, mais je vous lève mon verre d'eau. Puis cheers à vous deux. Cheers. Merci à toi. Cheers, merci beaucoup. Moi, je vois le verre fun. du QMT de Pierre-Luc. Je suis comme, allez m'en chercher un. Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie William et Nico de NAC qui sont fidèles au poste depuis l'épisode 12 comme partenaire dans l'épisode. Donc, je vous remercie. Merci la belle gang de NAC. Vous êtes cool. Puis merci encore à vous, Christina, Pierre-Luc. C'était un bonheur de vous jaser de trail pendant 1h30. Merci beaucoup à toi. Merci. Et à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.